C'est le Graal. Une photo, c'est le Graal. On arrive à mettre les traits d'un visage sur un nom. C'est absolument magnifique. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 7e épisode de Racines et récits, nous vous proposons un voyage dans les vieux albums photos de nos ancêtres. Mais attention, pas n'importe quelle photo. Nous allons évoquer une pratique depuis disparue, mais qui fut très en vogue au 19e siècle et qui fait froid dans le dos aujourd'hui. Je veux parler des photos post-mortem. Stéphanie Couturier, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à tous les auditeurs. Stéphanie, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et récits. Tu es généalogiste familiale, membre de l'U-Projet, éditrice du site Le Vieux Hibou, et tu as souhaité évoquer pour Racines et récits cette mode incroyable qui constituait à rendre vivant, pour le temps d'une photo, nos chers disparus. Alors, comment t'est venue cette passion? Comment l'as-tu découverte? Alors, ce n'est pas vraiment une passion, mais plutôt un concours de circonstances qui m'a poussée à m'intéresser au sujet. Lors d'une prestation pour un client, il me confie quelques photos de famille, dont l'une représente un couple avec ses 2 filles. Pourtant, seule la fille cadette qui est debout à côté des 3 autres membres de la famille qui sont assis sur une banquette est très nette. Les 3 autres sont un peu plus flous, donc ça m'interpelle. Je prends ma petite loupe, je regarde de plus près. Et en fait, je tilte quand je m'aperçois qu'entre ses pieds se trouve un trépied. En fait, il s'agit du trépied du porte-mort. C'est un ustensile qui est utilisé par les photographes pour maintenir un défunt debout et le rendre un peu plus vivant. Alors, je connaissais la pratique de la photo post-mortem, mais je m'étais absolument jamais intéressée au sujet. Et c'est un petit peu déroutant dans un premier temps, mais plus on avance dans les recherches et plus on avance dans la compréhension de la pratique, plus elle devient évidente. Et cette pratique dont tu nous parles, est-ce qu'elle était courante ou réservée plutôt à une certaine classe sociale? Et surtout, comment on faisait? Tu as évoqué le porte-mort, enfin ça paraît invraisemblable. Alors, cette pratique n'est pas réservée à une classe sociale en particulier, mais avant tout, il faut comprendre plusieurs facteurs. C'est une pratique qui apparaît avec la popularisation du daguerréotype, c'est l'ancêtre de l'appareil photo. C'est une invention qui date de 1850, donc la pratique commence à ce moment-là et elle s'essouffle vers 1920, un peu après la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a le contexte de l'époque. La mort, elle fait totalement partie du quotidien. Il y a beaucoup de guerres, de famines, d'épidémies et autres maladies. Donc, ça n'épargne bien évidemment aucune classe sociale. Et ensuite, il y a le prisme économique qui rentre forcément en ligne de compte. Il fallait payer les fournitures, comme la plaque recouverte d'argent sur laquelle on éditait la photo. Le porte-mort, comme on a évoqué avant. Alors, bien sûr, ce n'est pas un usage unique, mais il faut bien amortir l'investissement. Il y a également le photographe qu'il faut payer. Il restait longtemps avec les familles. Alors, déjà, il arrive dans un moment de deuil, donc c'est déjà très compliqué au niveau contexte familial. Mais surtout, il s'occupait du défunt. Il l'habillait, il le coiffait, il le maquillait, il le positionnait selon les souhaits de la famille. On avait 3 positions, 3 poses possibles. On pouvait le laisser coucher dans son lit mort. On pouvait l'asseoir ou le maintenir debout avec le fameux porte-mort. Et ensuite, on plaçait les vivants pour terminer la scène. Et les vivants ne devaient pas bouger entre 30 à 45 minutes. C'est la raison pour laquelle il ressortait flou quand on avait quelques petits mouvements. Je pense notamment aux micro-mouvements, comme les battements de cils. Voilà, c'est compliqué à maîtriser, on est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que les morts apparaissent toujours plus nettes par rapport aux vivants sur ce type de cliché. Et ensuite, il fallait aussi rémunérer le photographe pour tout le temps qui passait post-production. C'est-à-dire pour les retouches, notamment le fard aux joues. Donc, on rosissait les joues avec un crayon, tout simplement. On pouvait également reprendre les photos, les yeux du défunt, lorsque le voile blanc s'était déjà immiscé sur la photo. Stéphanie, comment est-ce qu'on fait pour trouver de telles photos aujourd'hui? Est-ce qu'il existe des fonds d'archives ou est-ce que tout simplement, il suffit de fouiller dans ces greniers? Exactement. Pour moi, c'est la meilleure pioche, les greniers. Donc, il y a beaucoup de foyers qui ont des photos mortuaires, mais beaucoup l'ignorent. Je pense notamment aux nourrissons bien emmitouflés dans leur couffin, paisiblement endormis. En réalité, la plupart du temps, malheureusement, ces bébés sont décédés.
Ensuite, on a les brocantes. On peut parfois trouver, par inadvertance, j'ai envie de dire, un cliché mortuaire. Les archives départementales, on conserve également, notamment lorsqu'elles possèdent des fonds de photographes qui datent de cette période. Et puis, bien sûr, Internet. Internet regorge de photos mortuaires. On peut, par exemple, y trouver le portrait de la reine Victoria ou de Victor Hugo, par exemple. Alors, un petit mot sur l'intérêt généalogique de ces photos. On a évoqué un petit peu le contexte et la pratique, Oui. mais alors, l'intérêt généalogique dans tout ça? Ah, c'est le Graal. Une photo, c'est le Graal. On arrive à mettre les traits d'un visage sur un nom. C'est absolument magnifique. Il existe des descriptions physiques, je pense notamment aux fiches matricules pour les hommes, mais la photographie, ça nous révèle sans aucun doute le physique de tel ou tel membre de notre famille, même s'il est mort. Alors, il semble que ce type de photo était souvent une des seules photos prises d'une personne, car tout le monde ne pouvait pas s'offrir les services d'un studio au cours de sa vie. Ce qui peut d'ailleurs expliquer, comme tu l'as très bien dit, cette pratique qualifiée de post-mortem, puis sans doute sa fin, en même temps que la démocratisation de la photographie, comme tu l'as dit, après la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est facile. On sort notre téléphone de notre poche, clic, clac, hop, c'est dans la boîte. Ça nous plaît pas, on recommence. C'est très, très facile. Malheureusement, en 1920, pas de téléphone portable. Il n'y a pas de caméscope, il n'y a pas d'appareil photo tout public. Le seul moyen de garder une image et un souvenir de celui ou de celle qu'on a chéri pendant toute une vie, c'était la photo post-mortem. Donc la famille, elle perdait un membre cher, forcément, mais elle cassait aussi souvent sa tirelire pour pouvoir s'offrir ce souvenir. J'ai une dernière question, Stéphanie. Plus personne ne semble faire ce genre de photo aujourd'hui, car cela choque et est souvent même considéré comme malsain. La mort est devenue tabou dans nos sociétés, mais pour le généalogiste familial, elle fait partie de son quotidien. Qu'en penses-tu? Oui, effectivement, la mort, elle fait partie du quotidien du généalogiste. J'ai même envie de dire qu'on travaille avec et aussi pour les morts, parce que grâce à notre travail, on les fait revivre, on commémore aussi leur mémoire. Alors c'est vrai que la mort, elle est taboue sur une grande partie du globe. Pourtant, la pratique, elle n'a pas totalement disparu, parce que c'est encore quelque chose qui se fait dans certains pays africains et asiatiques. Je sais que certains vont trouver ça glauque, entre guillemets, comme disent les jeunes, voire irrespectueux. Malheureusement, j'ai envie de leur dire que depuis la nuit des temps, l'homme a souhaité immortaliser les traits d'un visage, du sien ou de celui d'un proche. Je pense notamment au masque funéraire des pharaons, celui de Toutankhamon, pour ne pas citer le plus célèbre, mais aussi celui de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte, sur une période un peu plus contemporaine. Et plus récemment encore, fait d'actualité, ça a gêné personne que le pape soit filmé ou photographié pendant des jours dans son linceul. Voilà, donc je pense que c'est pas immoral ou malsain. Je dirais même que pour certains, ça fait partie du processus de deuil que de prendre la photo d'un être cher dans son cercueil. Je dirais même que c'est rendre un dernier hommage aux défunts. Stéphanie, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits, et je rappelle l'adresse de ton site à nos auditeurs. Et attention, ça va être compliqué, despetitsboutsdebranche.fr, et les petits bouts, ça s'écrit DESPTHIBOUX. Voilà, c'est dit. Merci Stéphanie. Vous venez d'écouter le 7e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode avec Christian Job Morion pour échanger sur l'incroyable histoire de nos patronymes. À bientôt!